en Suisse, co-directeur de la Swiss School of Public Health. Et actuellement, il contribue comme membre correspondant de l'Académie française de médecine. Lui, il va nous parler de Covid-19 en France et dans le monde et comme orientation, pourquoi et comment se préparer en deuxième vague. Je vous en prie, Antoine. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité de me joindre à vous. Voilà, je vais essayer de voir, de faire peut-être dresser un premier rapide bilan de là où l'on en est, des options qui ont été retenues par les uns et par les autres dans un petit tour du monde, on va dire, et puis ensuite d'ouvrir la discussion sur les options de demain. Alors, peut-être un rapide rappel sur ce qu'est la maladie Covid-19. Elle est assez rarement asymptomatique, finalement, dans probablement 15% des cas, réellement asymptomatique. Et probablement, les asymptomatiques sont un peu contagieux, ce n'est pas encore très sûr. Les présymptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de symptômes, mais qui vont développer des symptômes modérés, sont contagieux quelques jours avant leurs symptômes. Mais est-ce que ceux qui restent totalement asymptomatiques sont porteurs, enfin ils sont porteurs du virus, mais sont-ils propagateurs? On ne sait pas très bien. Et puis une proportion non négligeable, environ 20%, vont être hospitalisés avec des complications parfois qui vont les entraîner en soins intensifs pour 5% de l'ensemble des cas et au décès. Probablement, on reverra ça, mais à peu près dans un peu moins de 1% des cas, ou autour de 1% des cas, des infections, pardon. Un tout petit rappel aussi technologique, on va dire, sur le diagnostic. Le diagnostic qui se porte bien sûr sur la PCR, qui est donc une technique de biotechnologie qui identifie le génome viral, donc la spécificité est parfaite. Quand on a un test positif, vraiment, c'est que l'on est infecté par le virus, avec un petit bémol, c'est de l'ARN viral que détecte la PCR, donc vous pouvez avoir un test positif et ne pas être infectieux. Par exemple, on a vu que les patients qui étaient hospitalisés pour une pneumonie pendant de longues semaines, parfois, en réanimation, pouvaient avoir des PCR positives assez longtemps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient du virus vivant dans leur organisme. Ils excrétaient une sorte de cadavre de virus, si je puis dire, du virus mort, et on pouvait le retrouver. On a pu aussi retrouver dans le Diamond Princess, plusieurs semaines après que tout le monde soit parti du bateau, on a pu retrouver aussi de l'ARN viral, mais ce n'était pas du virus, le virus ne poussait pas, ce n'était pas du virus vivant. Enfin, il y a la technologie par imagerie qui peut montrer avec une assez bonne sensibilité aussi la présence de lésions assez spécifiques du Covid, que sont des images en verre dépoli, de pneumonie en fait, des petits foyers de pneumonie ou des grands foyers de pneumonie. Si on fait un peu l'épidémiologie de la maladie, on va retenir trois choses qui sont en fait les déterminants de l'impact d'une épidémie de maladie infectieuse. Ce sont les nombres, la transmissibilité et puis la sévérité. Alors, voyons ça tour à tour. Tout d'abord, les nombres. Ici, vous avez la dernière mise à jour de ce matin concernant l'épidémiologie mondiale telle qu'elle nous est rapportée officiellement par les autorités de santé des différents pays. Et j'ai mis la situation de la France. Vous voyez d'ailleurs, quand vous regardez la courbe sur le panel de droite, en haut, c'est les cas, au milieu, c'est le fameux R. R0, c'est au temps zéro, et puis après, vous avez l'évolution du R, et puis au-dessous, la courbe des décès. Vous voyez que la courbe des cas est sujette à certains rectificatifs, des petits pics qui sont des pics de notification qui sont je dirais des rectificatifs, des correctifs qui ont parfois un effet sur le R, puisqu'il faut bondir le R, mais qui n'ont pas de signification épidémiologique. Ce ne sont pas des rebonds pour autant. Vous avez aussi à gauche de l'écran, vous avez deux histoires qui sont très informatives pour l'épidémiologie parce que ce sont des épidémies en milieu clos, informatives mais pas forcément complètement transposables à ce qu'il se passe dans des communautés plus hétérogènes. Ce qui s'est passé dans le Diamond Princess, ce bateau de croisière qui a été mis en quarantaine sur les côtes du Japon et où il y a eu 13 décès sur 712
cas confirmés, soit 1,8%. Donc, c'est probablement une des premières estimations fiables du taux de mortalité lié à cette maladie. Il va falloir le nuancer parce que les passagers étaient des croisiéristes et puis des membres d'équipage, et donc un peu plus âgés que la moyenne, mais aussi en meilleure santé pour faire une telle croisière, et probablement aussi en meilleure santé économique personnelle. Le porte-avions Charles de Gaulle est aussi intéressant. Il n'y a pas eu de décès à déplorer. Il est intéressant parce qu'il y a eu un très fort taux d'attaque, 70%, et aussi une bonne évaluation du taux d'asymptomatique, de 13 ou 14%. En fait, il y a eu plus d'asymptomatiques au moment de la détection, mais la plupart étaient des présymptomatiques qui ont développé des symptômes. Cette diapositive pour vous montrer que dès le début, là, cette manchette d'un journal de Hong Kong montre que dès le début, il va y avoir une controverse sur les chiffres, pas simplement en Chine, un peu partout, parce que les chiffres sont compliqués à estimer, surtout parce qu'il y a des gens polysymptomatiques qui ont des symptômes très modérés, qui ne font pas l'objet de demandes de soins particuliers et qui ne vont pas être testés dans la plupart des cas. Et donc, on va avoir des fossés entre ce qu'estiment les chercheurs ici de Hong Kong, 75 000 infections à Wuhan, au moment où la Chine en rapporte officiellement 12 000. Ici, ce n'est pas tant qu'elle les cache que probablement qu'elle ne les capture pas. Au-dessous, c'est plus tard, lorsque les Chinois de Wuhan sont venus chercher leurs urnes funéraires, que l'on a pu estimer par des méthodes, je dirais, indirectes, hein, de mesure de la file d'attente pour aller chercher ces urnes, qu'on s'est dit qu'il semblait qu'il y ait 45 000 urnes qui avaient été collectées. On en attendait 5 000. Par la mortalité attendue à Wuhan à cette époque. Et donc, il y aurait eu en fait un excès de mortalité de l'ordre de 40 000. Ce n'est pas des chiffres, des estimations fiables, mais c'est pour vous dire à quel point il est compliqué d'y voir quelque chose sur ce plan. Deuxième point important, c'est de comprendre la transmissibilité. Et vous avez beaucoup entendu parler de ce fameux R0. On parle après du R effectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on va essayer d'y revenir un petit peu parce qu'il est fondamental dans la compréhension de cette épidémie et des mesures de contrôle. Le R0, d'abord, c'est une variable. Ça a une distribution, c'est une variable aléatoire. Certes, il est de 2,5 en moyenne. En tout cas, c'était les premières estimations. Maintenant, on voit qu'on dit plutôt qu'il est de 3, entre 3 et 4, donc il est un peu estimé vers le haut. Et vous voyez que c'est une distribution qui n'est pas du tout ramassée sur la valeur de 2,5. Donc, il ne faut pas croire que ce R0 qui signifie le nombre de personnes contaminé par une personne index au tout démarrage de l'épidémie, eh bien, il n'est pas de 2,5 dans chacune de ces épidémies ou de ces transmissions initiales. Il peut être 0 pour un très grand nombre, c'est-à-dire vous ne transmettez absolument à personne d'autre. Il peut être de 1, de 2, et puis vous voyez qu'il peut être aussi supérieur à 20. C'est ces fameux super spreader events, les événements super propagateurs que l'on voit. Le R0, il ne se mesure pas non plus directement. Il faut le modéliser, et c'est donc un apport de l'épidémiologie théorique. Donc vous pouvez avoir des valeurs de R0, d'ailleurs, des calculs de R0 qui vont être différents selon les modèles mathématiques qui sous-tendront leurs calculs. Là, je donne une formule parmi d'autres où vous avez besoin de la durée de la période infectieuse ou de l'intervalle de génération. Pour simplifier, je dis durée de la période infectieuse et du temps de doublement TD. Et il vous dit à partir de cette durée et de ce temps de doublement, quelle est la valeur du R0. C'est intéressant parce que le temps de doublement, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer facilement. Quand on passe de 100 à 200 cas en 2 jours, le temps de doublement est de 2 jours. La diapositive suivante vous montre l'intérêt de ce R en matière de politique publique. En fait, dans une modélisation simple, d'un modèle qu'on appelle SIR, susceptible, infecté et retiré de la chaîne de transmission, qui sont les modèles utilisés généralement aujourd'hui pour modéliser que ce soit la grippe ou le coronavirus, vous avez une formule de ce R effectif, donc le R0 c'est autant 0, R effectif c'est petit à petit, le R0 a la même formule bien sûr, et le R a comme formule
le produit de 3 paramètres que sont la probabilité de transmission du virus entre 2 personnes, le nombre de contacts, on parle de contacts efficaces, c'est-à-dire de ces contacts qui permettent la transmission, ce n'est pas des gens qui sont à distance, ou ce n'est pas des gens que vous avez rencontrés en les croisant même à faible distance dans la rue, il faut qu'il y ait un contact probablement de plus de 15 minutes, à moins de 1 ou 2 mètres de distance. Et puis D, c'est ce fameux intervalle de génération que j'ai appelé, pour simplifier, la durée de la période infectieuse, qui dans un modèle SIR simple est à peu près exact. Alors, vous comprenez que si on veut que ce R soit inférieur à 1, c'est-à-dire définissant l'absence d'épidémie, parce que finalement, la définition d'une épidémie, elle est mathématique, elle a cette définition, c'est lorsque le R est supérieur à 1, la définition de l'épidémie. Parfois, les gens disent, mais c'est quoi la définition de l'épidémie? En fait, la définition, je dirais, pragmatique, de dire c'est un nombre excessif de cas dans un endroit précis, dans une période de temps ramassée, n'est pas une définition très précise. Et la définition précise, c'est lorsque le R dépasse la valeur de 1. Eh bien, on va tout faire pour que le R soit contenu sous la valeur de 1. C'est ça le rôle des mesures de contrôle. Alors, quelles sont-elles? Vous allez tout faire pour baisser la probabilité de transmission. Et comment pouvez-vous baisser la probabilité de transmission? Si vous disposez ni d'antiviraux ni de vaccins, vous allez utiliser des masques de protection qui ont montré leur efficacité en termes de réduction de la probabilité de transmission, en particulier en milieu soignant. C'est le lavage des mains également. C'est cette fameuse distance que l'on dit être d'au moins 6 pieds dans les revues nord-américaines, que l'on propose d'être de 2 mètres. Je ne sais pas très bien pourquoi les Français ont retenu la valeur de 1 mètre, c'est plutôt 2 mètres en tout cas, et peut-être même un tout petit peu plus, mais disons qu'à 2 mètres, on diminue beaucoup la probabilité de transmission, à 1 mètre aussi bien sûr. Et puis, c'est des mesures barrières connues, la toux dans le coude, les mouchoirs jetables. Si l'on veut diminuer le nombre de contacts, on a deux grands modes, deux grands types d'options très très différentes. On va dire, les premières que j'ai mises ici, distance sociale personnalisée, c'est vraiment la réduction du nombre de contacts très personnalisée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher. La réduction du nombre de contacts, c'est la réduction du nombre de contacts entre des susceptibles et des infectés. Donc on va aller chercher les infectés, on va aller chercher les contacts des infectés par des enquêtes, des interviews ou des applications, par exemple sur smartphone, et on va isoler ces gens, des personnes bien portantes, pour casser des chaînes de transmission. Ça, c'est les méthodes vraiment du XXIe siècle. Ce n'était pas des choses qui étaient utilisées auparavant. Les méthodes qui ont été utilisées depuis le XIVe siècle, c'était des méthodes de distanciation sociale non pharmaceutique, qui ont été très utilisés, par exemple, dans la pandémie de grippe espagnole, avec beaucoup de succès. On a des papiers qui ont été faits dans le JAMA en 2005 et qui ont vraiment évalué l'impact sur la mortalité de mettre en œuvre la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements. En allant assez loin, certaines villes américaines ont interdit d'aller dans les bars et dans les restaurants, ça vous rappelle quelque chose, la limitation des déplacements, l'interdiction des déplacements et les cordons sanitaires. L'assignation à résidence a été inventée par les Chinois le 23 janvier 2020. C'est extrêmement récent. C'est une invention par un régime autoritaire communiste qui pense que pour assurer que le nombre de contacts soit réellement bas, il faut une assignation à résidence forcée par la loi. Et ça a été repris par les Italiens, puis par les Français, puis par les Espagnols, comme une mesure d'urgence face à un mur pandémique qui se présentait devant leur pays. Mais toutes ces mesures ont comme but de diminuer le nombre de contacts, et donc les Chinois ont cherché à le faire le plus efficacement possible, et avec succès, comme on peut le voir. Et puis l'intervalle de génération, il est difficile à réduire, puisqu'on n'a pas d'antiviral pour diminuer la durée de la période infectieuse et la charge virale. En revanche, peut-être certains médicaments symptomatiques, comme les antitussifs, s'ils empêchent de tousser efficacement ou avec une certaine efficacité, alors peut-être ils peuvent réduire aussi l'intervalle de génération.
Le dernier paramètre dont j'ai parlé, enfin le troisième en tout cas, c'est la sévérité. Et on voit que mesurer la sévérité d'une maladie émergente infectieuse est assez difficile également. C'est pour ça que je rappelle ici les estimations provisoires du Diamond Princess, parce que vous ne pouvez pas vous fier à la simple division du nombre de décès par le nombre de cas. Vous auriez un chiffre qui serait de près de 20% en France, qui serait de 5% en Suisse, et je ne prétendrai pas qu'on soigne mieux les patients en Suisse qu'en France, ou en Allemagne qu'en France, ou en Italie ou en Espagne. Je pense que ces différences sont liées à des capacités de test ou des stratégies de testing qui ont été différentes dans les pays et qui font que vous avez un dénominateur plus grand dans certains pays que dans d'autres, qui vont donc faire varier ce case fatality rate, ce CFR, ce taux de mortalité. Donc le mieux, c'est d'avoir une bonne estimation je dirais, de ce fameux dénominateur, et aussi une meilleure estimation peut-être du numérateur. Il est possible que des décès ne soient pas rapportés comme liés au Covid, mais soit des décès soit indirectement liés au Covid, soit rapportés dans les certificats de décès comme étant des pneumonies non testées. C'est ce qui s'est passé en particulier dans certaines EHPAD ou à domicile. À Genève, on a fait une étude de séroprévalence qui a montré que 10% de la population de 500 000 habitants du canton était infectée, avait des anticorps, donc avait été infectés par le virus dans ces derniers mois. Et en rapportant les 267 décès officiels rapportés, vous avez un taux de mortalité qui est de 0,53. Je pense pour ma part qu'il est sous-estimé par le fait que le nombre de décès est probablement près du double et qu'on est probablement plus près du 1%. Donc aujourd'hui, on est sans doute autour de 1%. C'est une estimation qui est un peu cohérente, je crois, de à peu près toutes les publications qui émergent aujourd'hui. Mais ça a pris un certain temps avant qu'on puisse avoir une bonne estimation fiable de ce taux de mortalité. Il n'y a pas que la mortalité dans la sévérité, il y a aussi le pourcentage de cas sévères. 5% des cas semblent être hospitalisés en réanimation. En tout cas, c'est une série chinoise qui le montrait. Et 80% au moins des cas sont des cas bénins. Mais vous voyez que ça va dépendre beaucoup de la stratégie de testing. Donc là aussi, ces proportions sont sujettes à caution. Ici, c'était la série chinoise. On aura des proportions différentes selon les pays. Une chose qui est importante, c'est de voir que ce taux de mortalité, et puis la figure n'est pas très à jour, elle était au 1er mai. J'ai tweeté là récemment une visualisation très intéressante qui montre comment, au cours du temps, le taux de mortalité hebdomadaire de la Covid-19 est devenu la première cause de mortalité dans le monde au jour d'aujourd'hui. Et donc, ici, vous voyez qu'en effet, c'est particulièrement important. Juste pour vous dire, en France, il y a à peu près 30 000 décès rapportés, donc je ne parle pas non plus de la mortalité en excès, mais vraiment de la mortalité attribuée aujourd'hui. Il y a 30 000 décès à la Covid qui ont été rapportés en moins de 6 mois. Or, la première cause de mortalité en France, c'est l'infarctus du myocarde. Elle cause 31 000 décès en un an. Donc, vous avez, en fait, aujourd'hui, la Covid-19 représente la première cause de mortalité en France, mais également, finalement, le double, en nombre de cas, le double de celle de la première cause de mortalité existante. Vous avez donc aujourd'hui une classification de la Covid-19 qui se situe très proche de la pandémie de grippe espagnole, qui était toujours appelée la mère des pandémies parce que ça a été la plus dévastatrice des pandémies en 1918. N'oublions pas qu'elle a eu plusieurs vagues, et d'ailleurs c'est sa deuxième vague qui a été la vague la plus meurtrière. Elle s'écarte beaucoup maintenant, la Covid-19, des autres pandémies de grippe de Hong Kong ou de grippe saisonnière ou de la pandémie de 2009 qui ont été causées par des virus grippaux uniquement. Les réponses maintenant, si j'essaye de vous les je dirais, schématiser ou
typé en plusieurs catégories. Je dirais qu'il y a trois approches en Europe. Il y a l'approche italienne, qui est la même que l'approche française ou espagnole, qui est la mise en œuvre d'un confinement strict. Donc, vous avez connu cela, je pense pour la plupart qui m'écoutaient. Ce confinement strict, c'est une assignation à résidence qui a eu l'efficacité que l'on peut voir sur les courbes, puisqu'on est arrivé au bout de cette première vague, à peu près aujourd'hui. Cette courbe, d'ailleurs, n'est pas tout à fait à jour par rapport à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais elle a continué dans le même sens. Vous avez le semi-confinement qui a été appliqué en Suisse, mais aussi en Autriche ou en Allemagne et dans beaucoup de pays du Nord, et qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a le même impact sur l'économie et la vie sociale, les bars, les restaurants, tout cela ont fermé, les écoles aussi. Et en revanche, il n'y avait pas d'assignation à résidence. On pouvait en Suisse se déplacer comme on voulait à l'intérieur du pays, sans aucune limitation et sans avoir à fournir aucun papier particulier et sans être à l'amende non plus. Il y avait des restrictions de liberté, en particulier de rassemblement au-delà de 5 personnes qui, eux, ont pu faire l'objet de verbalisation, ainsi que la distance sociale, y compris dans la rue, qui pouvaient faire l'objet de verbalisation et qui l'ont fait. Et puis, il y a le troisième confinement, qui est l'autoconfinement à la suédoise, qui est le seul pays qui a appliqué cette stratégie. Un pays de culture très fortement empreinte de santé publique, donc ce n'est pas du tout un laisser-aller et une négligence, voire même non plus, ce n'est pas un pari pour l'immunité grégaire, comme ça a été parfois un peu caricaturé, mais c'est l'idée que l'on fait confiance à la population pour qu'elle-même s'auto-confine. D'ailleurs, ça a été le cas, les bars, les restaurants ont eu une fréquentation qui a chuté beaucoup, de plus de 50 ou 75%. Les écoles ont été toujours ouvertes, à part l'école primaire, non, pardon, excusez-moi, les lycées et les universités qui ont fermé. Mais les écoles primaires ont été assez bien fréquentées, puisque à peu près 80% des écoles à Stockholm fonctionnaient. Enfin non, les écoles fonctionnaient avec 80% de participation, je veux dire. Mais vous voyez que les résultats sont plus ambigu en Suède en matière d'efficacité sur la vague pandémique qui est loin d'être derrière eux. Alors, encore une fois, là, c'était la situation au 17 mai. Elle a évolué plutôt favorablement depuis, mais pas très favorablement. On est pratiquement dans le même type de courbe au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez voir ça sur le site que nous avons développé et pour lequel nous donnons des prévisions à 8 jours, tous les jours, mises à jour sur ce site. Dans le monde, donc, on peut catégoriser les réponses en 5 modèles. Vous allez retrouver les 3 dont j'ai parlé. Le premier, c'est celui du confinement autoritaire, qui est encore un cran au-dessus du confinement strict dont j'ai parlé, qui s'est appliqué en Chine et en Inde. Le confinement strict s'est aussi appliqué au Royaume-Uni, aux USA, en Nouvelle-Zélande, par exemple. Et puis le semi-confinement dans d'autres pays, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et la Suède, avec ce confinement participatif et volontaire, qui est presque un cas unique. Il avait failli être suivi par les Pays-Bas, qui ont finalement rejoint plutôt une attitude de semi-confinement. Et puis, il y a des attitudes complètement différentes qui, eux, ont misé sur cette fameuse distance sociale personnalisée dont j'ai parlé. Ce sont les petites démocraties qui entourent la Chine, si je puis dire, ou qui font face à la Chine, et qui ont pu mettre en place cette stratégie parce qu'elles étaient particulièrement bien préparées à ce type d'éventualité. Nous avions beaucoup négligé le potentiel d'un risque de pandémie de maladies émergentes. Les Taïwanais, Hong Kong, Singapour, la Corée avaient subi le SRAS de plein fouet, avaient subi le MERS, qui est aussi un coronavirus venant d'Arabie Saoudite, mais qui est revenu en Corée, avaient subi les grippes aviaires, j'en parle au pluriel, il y a eu plusieurs alertes, et n'avaient pas une très grande confiance dans les autorités continentales chinoises en matière de transparence de leurs informations, avaient la compréhension du chinois, l'écoute, une certaine intelligence des réseaux informels, et donc lorsque
les premiers cas sont survenus en début janvier. Ils ont déroulé un plan pandémique qu'ils avaient répété avec des scénarios très bien huilés et ils ont mis des enquêteurs pour tracer tous les contacts de tous les cas identifiés très systématiquement avec une très très grande efficacité. Ils ont parmi les taux de mortalité les plus bas du monde, la vague n'est pas rentrée dans ces pays-là. Pourtant, Taïwan était extrêmement interconnecté à la Chine et a véritablement bloqué ses frontières et était très très vigilante pour ne pas laisser l'épidémie se développer. Singapour a connu, la Corée d'abord a connu des clusters et des clusters, je dirais, à velléité épidémique, mais qui ont été contrôlés assez rapidement de façon très très efficace. Singapour a connu aussi une épidémie, je dirais, autochtone, non pas venant de cas importés par des voyageurs, mais dans leur foyer de travailleurs immigrés, foyer où les conditions de promiscuité, les conditions aussi de vie étaient un peu précaires, et dans ces cités, dortoirs, a explosé une épidémie qu'ils ont maintenant réussi à contrôler, mais qui a été une sorte, pour eux, de seconde vague qu'ils ont connue. Est-ce qu'il y a un risque de nouvelle vague? Eh bien, je vous montre ici la pandémie de la grippe de Hong Kong, qui s'est déroulée, vous voyez, en Australie. Ça s'est déroulé pendant l'hiver austral. Dans les mois en bas, on voit les mois, c'est entre mai et septembre, octobre, alors que les vagues ont déferlé en hiver uniquement pendant à la fois l'année 68-69 et surtout l'année 69-70 en France. C'est la deuxième vague qui a été la plus sévère. Aux États-Unis, c'est la première vague qui a été la plus sévère et pas la deuxième. Donc, vous avez des pandémies, on va dire, qui ont presque toutes donné des secondes vagues. Ici, vous avez d'autres pandémies, toutes grippales. On n'a pas eu de pandémie à coronavirus. Le SRAS n'a pas été pandémique, il s'est répandu dans 25 pays, mais pas de façon incontrôlée, et il a été éradiqué de la planète. Mais les pandémies grippales ont toutes donné lieu à plusieurs vagues, plus ou moins rapprochées, le plus souvent 3 vagues, comme vous le voyez, et c'était plutôt toujours des vagues hivernales dans notre hémisphère. Donc vous avez un risque clair que ce coronavirus, qui aujourd'hui déferle beaucoup dans l'hémisphère sud, en particulier ici, vous voyez au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, des courbes qui ressemblent à s'y méprendre aux courbes que nous avons connues, nous, dans nos mois de février, mars, avril. Donc, il n'est pas impossible que l'on ait affaire à un virus qui est une composante saisonnière. La Nouvelle-Zélande, j'aurais pu vous montrer l'Australie, ne montre pas aujourd'hui du tout d'activité sur ce coronavirus, mais pour vous dire, l'Australie a plus de 95% de réduction de ces isolements de virus grippaux en ce moment. C'est-à-dire que les mesures de confinement, elle se déconfine aussi, l'Australie, lentement. Les mesures de confinement qu'elle a mises en place et les mesures de protection de ses frontières ont une efficacité qui va au-delà du coronavirus et qui va sur les virus respiratoires qui ont une très forte composante saisonnière, puisque pour l'instant, il n'y a pas de grippe qui rentre aussi en Australie. Vous voyez juste le R au-dessous, et je voudrais juste vous montrer que le R en Nouvelle-Zélande a une énorme variabilité, et oui, il y a 0 cas en Nouvelle-Zélande, on ne peut pas calculer de R sur 0 cas, il va de 0 à l'infini, si je puis dire. Donc le R n'est pas c'est pas un très bon indicateur lorsque l'incidence devient très très faible. Ça n'a pas d'importance, je veux dire, mais c'est pour vous dire que ne prêtez pas attention trop au R dans les soubresauts lorsque on est en incidence très faible, comme on arrive en France en ce moment, ou en Suisse où on a eu 7 cas avant-hier et hier 18 ou 19 cas, vous avez plus qu'un doublement, le R va peut-être dépasser la valeur de 1 et ça n'est pas du tout quelque chose de préoccupant de passer de 7 à 17 cas dans un pays comme la Suisse. J'ai presque terminé pour vous dire que les stratégies finalement auxquelles on devrait se préparer aujourd'hui de façon extrêmement millimétrée et rigoureuse dans les pays d'Europe du Nord qui risquent de faire face à une nouvelle vague, on n'en saura rien, on n'en sait rien, je veux dire, on ne le saura que à l'automne ou à l'hiver prochain, mais si cette vague devait arriver, on doit s'y préparer, et comment? Peut-être comme l'ont fait les gens de Singapour, de Taïwan ou de Corée. On doit faire
des tests très systématiques. Ici, je vous ai montré des tests qui ne sont pas très sympathiques, qui sont ces fameux tests nasopharyngés. Peut-être arriveront sur le marché d'ici là des tests salivaires. En tout cas, les tests aussi oropharyngés sont un petit peu moins sensibles, mais quand même beaucoup, beaucoup plus faciles à supporter, surtout si on devait en avoir plusieurs au cours de la saison. Le contact tracing qui a été appliqué avec beaucoup, beaucoup de force, je dirais, dans les pays comme la Corée ou comme Singapour, par force de loi, il faut changer la réglementation ou la législation pour le permettre. C'est ce qui s'est passé en France ou en Suisse très récemment. Et ça va permettre leur utilisation. Alors, ces démocraties que sont la Corée du Sud ou Singapour ont imposé à leur population de l'utiliser et le contact tracing a été assez intrusif. Il a même utilisé les caméras de surveillance, il a même utilisé les cartes de crédit. Le tout est d'essayer de trouver le plus de contacts possible. Je pense que nous, on le fait dans le respect du règlement général de la protection des données européen, qui s'applique à tous nos pays, enfin à tous les pays de l'Union européenne, mais la Suisse là aussi l'applique également. Ce contact tracing peut se faire dans le respect des règles de confidentialité et peut avoir peut-être un soutien, pas unique, hein, parce que le contact tracing, c'est aussi une armada d'enquêteurs qui vont essayer de façon très systématique d'aller retrouver tous les contacts jusqu'à 2 jours avant le début des symptômes. Donc, ce n'est pas non plus extrêmement difficile, ce n'est pas une période très, très prolongée. On sait aujourd'hui mieux, en plus, cadrer la période de contagiosité. Et donc, on peut, grâce à cela, détecter un grand nombre de contacts à risque, les tester, les isoler pendant quelques jours. S'ils n'ont pas du tout de symptômes et qu'ils sont négatifs au bout de 5 jours, on doit pouvoir les relâcher dans la nature. En revanche, il faut vraiment les isoler des bien portants pendant une période de 15 jours si jamais ils ont des symptômes. L'isolement, la quarantaine, on parle de quarantaine pour des gens qui sont exposés, mais pour lesquels on n'a pas encore de tests montrant qu'ils sont porteurs du virus. On parle d'isolement pour ceux qui sont porteurs du virus, éventuellement malades. Ils vont éventuellement être à l'hôpital ou pas forcément, mais ils vont faire l'objet d'un suivi précoce. Alors, pourquoi? On peut peut-être se poser la question, mais comment se fait-il qu'on ait un tel engouement sur les tests? Vous allez peut-être dire, mais les tests, ça ne guérit pas les gens. Les tests, comment les tests peuvent avoir un rôle préventif sur la mortalité, comme je l'affirme? En fait, c'est parce que ça casse les chaînes de transmission. Et pourquoi ça casse les chaînes de transmission? Si on vous dit que vous êtes porteur du virus, vous allez vous auto-confiner, à minima. Donc en Allemagne, il n'y a pas eu un contact tracing extrêmement organisé à l'époque, mais il s'est organisé petit à petit. Mais au tout début, le fait de dire aux gens, vous êtes porteurs du virus, a fait que les gens se sont autoconfinés, ont été recherchés d'eux-mêmes, sans aucune application, les contacts qu'ils avaient pu avoir dans les 48 heures qui ont précédé. Et ils ont essayé d'informer ces gens pour qu'ils puissent se faire dépister aussi, puisqu'ils avaient été à risque, etc. Donc il y a une vertu prophylactique très importante de ce test de masse. Entre parenthèses, c'est ce qui a probablement été appliqué à Marseille beaucoup plus systématiquement que dans les autres régions françaises. Je suis en cours d'essayer d'analyser ça. C'est compliqué parce que les données régionales ne sont pas très disponibles, mais si vous avez accès à ces données régionales de cas et de décès, je n'ai pas besoin d'autre chose. Le nombre de cas cumulés, le nombre de décès, je n'arrive pas à trouver. Je trouve tous les décès, mais je ne trouve pas les cas par région pour le moment. Encore une fois, on est en Europe, ça se fait dans la préservation des données et de la confidentialité des données. La France a fait plutôt le choix d'un cloud ministériel européen, enfin français, public, parce qu'ils veulent aussi, vous voulez avoir un accès aux données pour pouvoir en faire des analyses épidémiologiques ultérieures. Les Suisses ont refusé ces analyses épidémiologiques ultérieures, préfèrent que ces données ne soient pas l'objet d'analyses ultérieures. Elles sont aussi traitées dans la même confidentialité et elles passent à travers Amazon en particulier et Google, avec des alliances donc sur des GAFA qui font problème à certains. Ma dernière diapositive de conclusion sera de vous dire que je pense qu'il y a un risque élevé de nouvelles vagues pandémiques, puisque toutes les pandémies de grippe en ont donné. Ce n'est pas totalement impossible que la pandémie de coronavirus en donne. Ce risque, ce n'est pas une prévision, mais c'est une incitation à s'y préparer.
deuxième rappel, la Chine est un régime que l'on sait autoritaire et violent et qui a inventé ce confinement, mais ce confinement a eu son efficacité que l'on connaît et donc c'est sans doute une arme que l'on peut retenir, mais je pense qu'il faut qu'on la retienne comme une arme de dernier recours contre cette pandémie parce qu'elle a des conséquences économiques que vous connaissez beaucoup mieux que moi et sociales qui sont tellement dévastatrices qu'on n'a pas envie, s'il y a une deuxième vague, d'avoir 6 mois de confinement à venir. Par ailleurs, la France compte parmi les plus anciennes démocraties du monde. On a véritablement une culture, en particulier une loi informatique et liberté très développée en France, mais c'est vrai dans toute l'Europe. Je pense que l'enjeu qui n'est pas si évident, et on a quelques mois peut-être, si on a un répit estival pour s'y préparer, qui est de concilier valeurs démocratiques et lutte contre la pandémie, parce qu'on ne fera pas probablement ce qu'ont fait les gens de Singapour ou de Corée du Sud, qui sont des démocraties réelles. Singapour est sans doute un régime un peu autoritaire, mais la Corée du Sud est une vraie démocratie, mais a appliqué des dispositions que nous n'oserions pas appliquer, je pense, en France, alors qu'on a appliqué des confinements stricts très autoritaires qui étaient aussi liberticides dans un certain sens. Alors, le recours aux technologies de l'information, pour moi, c'est le recours aux technologies du 21e siècle pour combattre cette pandémie du 21e siècle. Et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour le faire, mais le faire dans le respect des règles de confidentialité. Je pense aussi qu'il ne faut pas être trop dogmatique. Il va falloir appliquer différentes mesures, y compris de mesures de confinement. On n'est peut-être pas obligé de les appliquer d'une façon trop autoritaire. On peut peut-être faire plus participer les citoyens. Moi, je suis un grand promoteur de ce qu'on peut appeler les stratégies de réduction de risque, qui ont montré toute leur efficacité dans la lutte contre les toxicomanies, enfin contre l'épidémie de VIH dans la toxicomanie, ou aujourd'hui contre le tabac, le risque du tabac fumé avec les produits sans combustion du tabac, etc. Donc je pense que les mesures de réduction de risque peuvent être intéressantes et en revanche, il faut ne pas arrêter de promouvoir les mesures qui vont diminuer aussi la probabilité de transmission, le port de masque, le lavage des mains, et puis ces mesures de distanciation sociale personnalisée dont on a parlé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait à votre disposition pour répondre à différentes questions ou éclaircissements que vous souhaiteriez ou commentaires que vous souhaiteriez faire. Merci Antoine pour cette présentation très complète et très panoramique. Donc j'invite les gens qui veulent poser des questions. Donc j'ai pas vu vraiment l'ordre dans lequel les gens ont levé la main, donc je vais mettre un peu aléatoire. Donc Vincent Rivard, je te laisse poser ta question. Merci Gabriel, vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, très bien. Ok, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question sur les tests. On a tous dans notre entourage des gens qui sont trouvés très fatigués, certains avec des symptômes plus ou moins élevés. Donc, je ne sais pas très bien quelle est la définition de ce que c'est qu'un symptomatique ou un asymptomatique. Est-ce que perdre le goût et l'odorat, ça permet de définir ce qu'on est, de devenir un symptomatique? Est-ce qu'être très très fatigué plusieurs jours, c'est être symptomatique? Et du coup, la question qu'on se pose derrière, est-ce qu'on a une idée sur les tests que l'on fait, les tests sériologiques ou les tests PCR, le nombre de faux négatifs, qui est important de connaître? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, c'est une bonne question parce que je suis d'accord avec vous que la définition des asymptomatiques n'est pas simple dans une maladie où les symptômes sont si peu spécifiques comme la fièvre, la fatigue, la toux, en particulier dans les saisons hivernales, voire automnales. Donc l'idée est de dire que si vous n'avez aucun symptôme, c'est pour ça que probablement même parmi les 14% d'asymptomatiques dont on a parlé, certains ont des symptômes qu'ils n'ont pas rapportés dans les questionnaires auprès des enquêteurs, tellement ils les estimaient pas véritablement significatifs, même pour leur propre état de santé. Je pense que l'idée, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un estime qu'il a des symptômes qui relèvent peut-être de cette liste, des symptômes peu spécifiques, et vous avez très bien fait citer l'anosmie et la gueusie, perte du goût et de l'odorat, comme étant deux symptômes
particulièrement plus spécifiques en revanche de la Covid, pas totalement pathognomoniques, pas entièrement liées à la Covid, mais très spécifiques. En revanche, les autres le sont moins. La température, la fièvre, hein, donc, est un des signes assez sensible, assez présent. En fonction des séries, c'est entre 35 et 45% des séries ont des séries de cas d'infection ont de la température parmi les cas je dirais symptomatiques, ce qui légitime d'ailleurs éventuellement hein, l'utilisation du contrôle des températures comme un des outils permettant de détecter des cas. La toux également, il faut savoir que la toux a une caractéristique un peu différente de ces toux liées au rhinovirus ou à d'autres syndromes grippaux. Cette toux est sèche. Elle n'est pas accompagnée de ce qu'on appelle la rhinorrhée, hein, de l'encombrement des voies aériennes supérieures. Donc la personne qui se mouche, etc., en ce moment, qui a des allergies au pollen, n'a pas des symptômes qui évoquent la Covid. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas testée si elle le demande, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir tester largement, mais elle n'a pas probablement une toux qui est évocatrice. La toux évocatrice est une toux sèche, une toux qui n'est pas cette toux grasse, encore une fois, de la pneumonie bactérienne ou de l'encombrement des voies aériennes supérieures. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds entièrement à votre question, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi une question sur les tests que peut-être... C'est ça, j'aimerais un petit peu savoir, est-ce qu'on a une mesure précise de la significativité des tests sur le nombre de faux positifs que l'on peut avoir lorsque la probabilité d'être un faux positif lorsqu'on fait un test PCR ou un test sérologique, tout simplement. Oui, alors quand on fait... Les tests sérologiques aujourd'hui ne sont pas utilisés de façon en routine dans la pratique médicale. Ils sont utilisés pour faire des séroprévalences parce qu'on n'est pas encore complètement sûr de leur fiabilité diagnostique. Ils s'améliorent, on en aura peut-être un jour, mais sur le marché qui seront hautement sensibles et spécifiques. Mais aujourd'hui, ils sont suffisamment sensibles et spécifiques pour établir des séroprévalences. À Genève, on a fait une séroprévalence, on sait qu'on est à 10%, peut-être qu'on est à 8, peut-être à 12. Ça ne change rien sur l'information que ça apporte aux décideurs. En revanche, ce serait très peu fiable pour un individu donné. Les tests PCR sont spécifiques, comme je l'ai dit, à 100%. Ils sont extrêmement spécifiques. C'est-à-dire que si vous êtes détecté positif, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être certain que vous avez eu le coronavirus. En revanche, ils ne sont pas sensibles à 100%, ils sont peut-être sensibles à 70%. Ça dépend aussi de la façon dont ils sont faits. Il est possible que si on n'arrive pas bien, parce que vous vous rétractez, que vous avez mal, que l'opérateur n'a pas beaucoup l'habitude et qu'il ne va pas bien, qu'il ne met pas les couvillons bien au fond de la fosse nasopharyngée, vous avez peut-être aussi une petite baisse encore de la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est-à-dire que finalement, on va avoir un certain nombre de résultats négatifs alors que vous êtes quand même porteur du virus qui vont apparaître. Mais c'est ça, c'est la vie, je dirais, réelle que l'on connaît en pratique médicale. On sait qu'on ne peut pas capter toutes les personnes malgré les tests dont on dispose et qu'il y a des gens qui vont passer dans les mailles du filet, qui seront d'authentiques porteurs du virus et qui vont passer dans les mailles du filet. C'est aussi pour ça qu'on peut parfois préconiser des quarantaines chez des gens qui ont des symptômes et des raisons, par exemple des contacts à risque, des raisons d'être infectés, et qu'à ce moment-là, au bout de 14 jours, ou même de 5 jours, s'ils ont peu de symptômes, on peut se dire qu'ils seront beaucoup, beaucoup moins diffuseurs d'un virus potentiel. Merci beaucoup. Merci Antoine. Donc, la question suivante, c'est Antoine Danchamp. Je t'en prie, Antoine. Bonjour, merci beaucoup de votre exposé. J'aimerais avoir votre avis sur la façon de regarder la deuxième vague possible en fonction de deux types extrêmes de contamination. Quand on regarde de façon assez précise la façon dont se répand l'épidémie, on voit d'une part des cas plus ou moins aléatoires, pas très nombreux, et puis des groupes d'infection. Et visiblement, ce sont deux modes très différents. Les grades d'infection sont
visiblement très importante et pose problème. C'est ce qui se passe par exemple en Corée en ce moment. Or, le devenir du virus est très différent selon les deux groupes. Dans le premier groupe, il est très probable que le virus est déjà en cours d'atténuation. En fait, il y a plus de 5000 virus actuels, génomes de virus connus actuels, vous le savez. Ils sont en train de perdre leur cytosine. Et ça, c'est quelque chose qui est en soi extrêmement intéressant. Ça se voit d'ailleurs dans les anciens coronavirus qui sont devenus endémiques. Mais ça, c'est bon, c'est quelque chose qui se développe constamment, continuellement. Mais s'il y a possibilité de co-infection, l'atténuation peut être inversée, puisqu'on peut revenir en arrière et revenir en particulier à des virus particulièrement virulents. Donc, il devrait y avoir une grosse différence entre les infections séparées, un peu au hasard, limitées, et celles des groupes d'infection. Donc, il me semble qu'il faudrait surveiller de façon majeure tout ce qui est groupe d'infection et avoir des règles à ce propos. Est-ce que vous avez un avis à ce propos? Alors, oui, peut-être j'ai peut-être un avis moins catégorique que le vôtre sur le rôle des mutations et sur la différence de virulence à l'intérieur des clusters. Je ne dis pas du tout que vous avez tort, loin de là. Votre question est extrêmement bien documentée et particulièrement intéressante. Je dis juste que moi, je pense qu'on ne sait pas encore vraiment très bien ces caractéristiques de virulence de ce coronavirus et qu'il est possible qu'il n'ait pas perdu beaucoup de virulence depuis son émergence de Wuhan, ni qu'il en ait d'ailleurs pris davantage. En revanche, dans votre question, je suis tout à fait d'accord que l'une des caractéristiques de ce coronavirus est sa capacité à développer ces fameuses grappes, clusters, que l'on a pu voir dans les abattoirs, qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale, qu'on a pu voir dans les écoles, le lycée de l'Oise chez vous, qu'on a pu voir dans des rassemblements religieux, qu'on a probablement qui est à l'origine de la résurgence de cette deuxième vague que l'on voit en ce moment en Arabie Saoudite ou à Djibouti après la fête de l'Aïd. Enfin, il y a donc une épidémiologie avec une forte composante de clusters que l'on n'avait pas l'habitude de voir pour la grippe. L'hypothèse que je fais n'est pas une hypothèse virologique, c'est plus une hypothèse épidémiologique. Mais peut-être j'ai tort, hein, c'est une hypothèse. L'hypothèse que je fais est que, comme je vous l'ai dit, il y a peu de gens véritablement asymptomatiques. Autrement dit, quand vous faites du contact tracing en particulier, quand vous faites l'interrogatoire des patients, vous arrivez à retrouver les chaînes de transmission de façon assez claire. On est capable de reconstituer le cluster. On peut identifier un cluster parce que justement les gens sont symptomatiques. Parfois, ils n'ont pas des symptômes très très bruyants, ce pas forcément des cas sévères, mais on peut reconstituer les clusters. Ça n'est pas possible avec la grippe où il y a plus de 50%, parfois 70% d'asymptomatiques, ou avec d'autres virus comme le virus de la dengue où il y a 90% d'asymptomatiques. Donc quand vous avez énormément d'asymptomatiques, les gens qui vous ont transmis la grippe, vous ne savez pas qui c'est. Vous, quand vous avez eu la grippe, vous avez chacun probablement autour de cette table virtuelle eu la grippe un jour dans votre vie, mais vous ne vous souvenez pas nécessairement de qui vous l'a transmis. Et parfois, vous vous dites, mais c'est étonnant, dans ma famille, je l'ai transmis qu'à un des membres de ma famille, et on est 5, on avait vraiment des contacts très rapprochés, on a pris nos repas ensemble. Quand je n'étais pas très symptomatique, je continuais ma vie comme d'habitude, et je n'ai pas transmis. Mais vous n'en savez rien. En fait, peut-être vous avez transmis aux 4 autres, mais ils n'ont pas fait de symptômes ou ils ont fait un tout petit rhume que personne n'a voulu attribuer à la grippe. C'est un peu pareil pour d'autres maladies respiratoires, mais pour ce coronavirus, pour le SRAS, il n'y avait pratiquement pas d'asymptomatiques, et pour ce coronavirus, il y en a très peu aussi. Et donc, je pense que ça explique les clusters que l'on voit. Et que l'on verra, si cette hypothèse est vraie, on verra même à la seconde vague. La grande différence que je pourrais faire sur la seconde vague par rapport à la première, et qui ne me surprendrait pas, on va dire, c'est si pendant tout l'été, on voit, hier il y a eu 400 cas en France,
entre 200 et 400 cas, même, je dirais même entre 100 cas, et même moins encore. Mais s'il y a plus d'une centaine de cas par semaine qui se produisent et qui sont rapportés pendant tout l'été, y compris au cœur de l'été, ça veut dire que le virus continuera à circuler et surtout il va ensemencer le territoire national, il va l'ensemencer un peu partout et on va peut-être se réveiller au premier froid, au mois d'octobre ou novembre, avec une épidémie qui pourra être très explosive parce qu'elle sera dans tous les endroits de la France et pas simplement, et d'ailleurs d'Europe, du Nord, hein, de l'hémisphère Nord, et pas simplement dans des clusters très particuliers observés de façon très hétérogène géographiquement. Et donc il y a une possibilité que quelque part on revienne à une forme d'épidémiologie beaucoup plus proche de celle de la grippe, par ensemencement de l'ensemble du territoire national. Vous voyez, c'est une autre forme d'hypothèse. Vous en formulez une que je ne peux pas rejeter du tout, hein, mais j'en formule une autre qui est peut-être un tout petit peu moins virologique que la vôtre et un peu plus épidémiologique. Merci. Merci. Olga? Oui, bonjour, merci pour votre exposé. En fait, dans votre exposé, j'ai eu l'impression que, à travers les données dont vous disposez actuellement, vous avez tendance à penser que cette épidémie a une composante forte saisonnière. Et en fait, j'ai un peu eu du mal à retracer les arguments qui vous ont mené à cette conclusion. Et j'aimerais savoir comment peut-on distinguer entre ça et juste la propagation d'un front épidémique un peu partout dans le monde, comme on est en train d'observer ces jours-ci. Oui, oui, merci de votre question. Vous avez raison. C'est vrai que je suis l'un de ceux qui soutient l'hypothèse saisonnière, peut-être au-delà de raison. L'avenir nous dira. Je ne me permets pas de faire de prévisions. C'est des sortes. On a tout. Je ne me permets pas de faire des prévisions au-delà des 8 jours, puisque je vous dis que je fais des prévisions à 8 jours. Mais ça ne me permet pas de soutenir mon hypothèse saisonnière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de savoir ce qui va se passer à la rentrée. Et moi, pas plus qu'un autre, je ne peux vous dire qu'il y aura une épidémie à l'hiver prochain. Non plus, je ne suis pas capable de soutenir avec assurance que l'été va se passer sans épidémie et sans rebond. Donc, en ce sens, je n'en sais pas plus que chacun de vous sur cette composante saisonnière. Les raisons qui font que je soutiens cette hypothèse, car c'est quand même une hypothèse, on va dire qu'elle est sur la table, ce que je trouve en faveur, c'est que, je vais essayer de vous les lister, c'est que, premièrement, la plupart des virus respiratoires ont une tendance saisonnière. C'est vrai de la grippe, on l'a dit, c'est vrai d'un grand nombre de virus. Mais il y a des virus respiratoires comme le coronavirus du MERS, qui est très heureux en Arabie Saoudite, par exemple, et qui ne semble pas avoir une grande influence par la saison. Deuxièmement, je veux bien dire et distinguer ce qu'on appelle la saison de ce qu'on appelle la température et l'humidité. Ce n'est pas la même chose. La saison, ça survient dans des zones tempérées du globe, de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Je ne parle pas de la zone intertropicale quand je parle de saison. La zone intertropicale ne connaît pas d'hiver et d'été. La zone intertropicale connaît des épidémies de grippe tout au long de l'année. Le virus extrêmement saisonnier de la grippe n'est donc pas sujet à une composante saisonnière dans la zone intertropicale, comme Singapour ou d'autres endroits du globe. Donc, intéressons-nous uniquement, quand on parle de composantes saisonnières, aux zones tempérées du globe, c'est-à-dire les nôtres. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que tout au long de notre hiver et de notre début de printemps, voire de notre fin de printemps, l'hémisphère nord a connu des épidémies explosives en matière de coronavirus. L'hémisphère sud en a très peu connu. Ils ont connu des petits rebonds en Australie, mais très faibles en intensité. Et au jour d'aujourd'hui, alors que l'hémisphère sud entre dans son hiver
eh bien, il voit ces courbes que je vous ai montrées dans une de mes slides, Chili, Argentine, Afrique du Sud, j'aurais pu vous montrer Brésil du Sud, on voit une explosion épidémique claire qui ressemble à celle qu'on a connue, nous, pendant notre hiver. Et puis nous, presque tous nos pays voient une descente des incidences que l'on peut entièrement attribuer au confinement, mais que l'on peut aussi penser être en partie attribuable à un effet saisonnier. Troisième ou quatrième argument, pas d'effet rebond malgré plus d'un mois de déconfinement, parfois très décomplexé, comme en comme en Autriche ou en Suisse. Je peux vous dire qu'en Suisse, venez à Genève, vous aurez l'impression de la vie comme avant. Les gens ne portent même pas de masque dans les transports en commun. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, ce n'est pas une question de jugement moral. Je dis qu'il y a toutes les raisons pour lesquelles on est rebond. Peut-être on l'aura, hein, mais aujourd'hui on ne l'a pas. Donc je me dis peut-être qu'on est un peu accompagné, on va dire, par un frein saisonnier. Et quand je dis frein saisonnier, je suis un peu désolé parce que mes réponses sont toujours un peu longues, mais ce sera mon dernier argument. Le frein saisonnier ne veut pas dire frein total. Pour la grippe, le frein saisonnier, je peux vous le dire maintenant, puisque vous avez tous bien compris ce qu'était le R0, il agit sur 60% du R0. C'est un facteur multiplicateur de 0,6. Donc, c'est quoi le R0 de la grippe? C'est 1,5. Multipliez-le par 0,6, ça fait 0,9. Ça passe juste sous la barre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'épidémie de grippe pendant l'été en France. Mais si vous revenez d'Australie ou d'Afrique du Sud avec un virus de la grippe, c'est arrivé bien souvent, il y a des charters entiers qui font l'aller-retour toutes les 24 heures, eh bien, vous revenez avec des virus de la grippe à bord. Ils viennent contaminer, puisqu'il n'y a aucune mesure barrière contre la grippe habituellement, ils viennent donc contaminer des familles, des espaces de travail, etc. Il y a eu des petites épidémies de grippe en France pendant l'été, jamais des grosses épidémies. Il n'y a pas de potentiel épidémique parce que le R0 est contrôlé. Donc, c'est vrai, mais 60%, si c'était cette force qui s'appliquait au coronavirus, avec un R0 de 3 ou de 4, vous n'arrivez pas du tout au-dessous de 1 et vous pourriez avoir même un rebond d'ampleur assez importante. En revanche, ça peut nous aider à avoir une certaine liberté d'action pendant ce déconfinement. Ça peut accompagner le déconfinement en sachant qu'il peut y avoir à tout moment des clusters qui émergent et qui se répandent de façon beaucoup plus brutale parce que ce freinage saisonnier ne serait pas suffisamment important. Voilà. Donc, je dirais que le curseur, il va entre 0, pas de frein du tout, total, frein parfait, on verra. L'été nous le dira. Merci beaucoup. Merci. Bérengère, autre question? Par contre, merci beaucoup pour cet exposé très clair. J'ai une question concernant R0. Donc, comme tu l'as bien expliqué, c'est une distribution, ce n'est pas qu'une valeur moyenne. Et est-ce qu'il y a des études sur les effets des mesures de confinement et tout ça sur la distribution, c'est-à-dire la diminution de la variabilité, enfin sur la forme de la distribution? Parce que normalement, ça doit être important, si tu veux, comme ça intervient dans les équations en termes multiplicatifs, on sait que la distribution d'une variable dans un bruit multiplicatif est très importante. Ça peut conduire à des transitions de phase, enfin, tout va à faire que des épidémies s'arrêtent juste par un effet de la variabilité. Oui, alors, merci pour cette question. Elle est en effet très importante parce que le R0, comme tu l'as dit, c'est un pur produit de la modélisation mathématique. C'est-à-dire qu'il est extrêmement dépendant des hypothèses sous-jacentes. Les slides seront tout à fait disponibles. Hein, et dans une de mes slides où je montre la distribution du R0, je donne la référence du papier d'où j'ai tiré cette figure. Et cette figure, justement, je n'ai pas développé ça, mais elle indique différentes distributions de R0 en fonction d'un facteur qu'on appelle K, qui est un facteur d'hétérogénéité des contacts. Et lorsque cette hétérogénéité contact est modélisée d'une certaine façon, vous pouvez avoir d'ailleurs des valeurs qui vont beaucoup changer et qui vont impacter en particulier ce qu'on appelle le taux d'immunité grégaire nécessaire pour empêcher toute épidémie. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais vous savez que ce taux d'immunité a été annoncé par l'Imperial College à partir de modèles SIR simples avec PAN-MIXI, c'est-à-dire avec un mélange
homogène des susceptibles et des infectés de l'ordre de 60 à 70%. Il faudrait que 60 à 70% de la population soit entièrement immunisée de façon protectrice pour barrer tout risque de résurgence épidémique. Mais il y a d'autres travaux qui ont modélisé l'hétérogénéité d'une autre façon et qui sont arrivés à des valeurs de 15 à 20% d'immunité grégaire nécessaire, tout à fait différentes. Donc l'impact de l'hétérogénéité des contacts sur la dynamique épidémique est absolument essentiel. Vous avez tout à fait raison. Et je pense que ce n'est pas qui a tort qui a raison. On a des différents scénarios en fonction des modélisations que l'on prend. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de se préparer en fonction des scénarios qui nous sont mis sur la table. Merci. Amik? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Désolé, il y a un bébé qui crie derrière, mais c'est bon, c'est réglé. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais venir sur la... Donc j'ai posé la question dans le chat parce que je ne savais pas lever la main. Sur le transparent que vous avez montré sur les différents résultats variés suivant les stratégies des différents pays. Et je me demandais si le graphique qu'on voyait à droite sur le nombre de morts par million par rapport au pays, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à regarder plutôt que regarder par exemple les morts par rapport aux morts qu'il y avait au début du moment de confinement? Parce qu'effectivement, si on commence à faire une stratégie de confinement avec 10 fois plus de morts, même si on fait varier le taux R effectif de la même manière dans deux pays, mais un pays qui commence avec 10 fois plus de morts, il va se retrouver à la fin avec 10 fois plus de morts, c'est comme c'est un coefficient multiplicateur tous les jours. Est-ce que du coup c'est la bonne chose à regarder, mort par million? Et ça revient un peu à ce que disait Yannick aussi dans le chat. Si une épidémie est réglée dans une petite région, et reste dans une petite région puis qu'on fait un confinement, au final, c'est plutôt le nombre de morts par habitant de cette région qu'il faudrait regarder plutôt que par pays, disons. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Si. Ce qui est compliqué, c'est de savoir quel est le bon indicateur. Je pense qu'en mortalité, il y a plusieurs façons de regarder la mortalité et elles sont toutes assez informatives et intéressantes, mais pour des éléments différents. Par exemple, si vous faites simplement ce que j'appellerais le CFR brut, vous divisez le nombre de morts une fois que l'épidémie... Enfin, tant que l'épidémie n'est pas en phase ascendante. En phase ascendante, vous comprenez qu'en phase exponentielle ascendante, admettons que vous ayez un temps de doublement tous les 2 jours, vous comprenez que quand vous passez de 1000 cas à 2000 cas en 2 jours, les décès des 1000 cas d'aujourd'hui vont survenir dans 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines. Donc, vous allez attendre longtemps avant d'avoir ces décès. Et vous aurez... Si vous rapportez ces décès à l'ensemble de la courbe qui aura énormément monté, vous aurez l'impression d'un taux de mortalité faible parce que votre cohorte ne sera pas la bonne. Il faut donc bien regarder le taux brut de mortalité au sein de la cohorte de ceux qui ont, pardonnez-moi l'expression, eu le temps de mourir. Mais en dehors de cet aspect qui est surtout extrêmement important lorsque l'on évalue la mortalité d'une maladie émergente dans ses tout débuts. Elle est très sous-estimée à cause de ça, parce qu'en fait, à cause de cette période exponentielle. Je vous invite à muter éventuellement votre son si ça vous arrange. Oui, et en fait, donc ça c'est un problème. Mais si vous êtes en période consolidée, par exemple en France aujourd'hui, on a des taux de mortalité où vous pouvez regarder le taux brut de mortalité. Vous prenez les près de 30 000 décès et vous les divisez aux 154 000 cas. Vous allez avoir quelque chose qui sera de l'ordre de 20%. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez vous poser la question, pourquoi la France a 20% et que la Suisse a 5% ou que l'Allemagne a 5% ou peut-être 9%. Vous pouvez regarder ça. Donc ça, c'est intéressant. Et là, vous pouvez vous dire, tiens, peut-être que la politique de testing n'a pas été la même, peut-être que je dirais, le dénominateur n'est pas le même si on fait l'hypothèse que ce n'est pas les systèmes de santé qui sont différents ou la qualité des soins qui a été différente entre ces 2 pays de même niveau de structure sanitaire. Donc, ça renseigne sur la politique de testing. Et il y a un deuxième indicateur qui me paraît intéressant, c'est en effet
le taux par million. C'est-à-dire, pourquoi diantre la France a eu 30 000 décès et l'Allemagne 8 000? Pourquoi ce pays beaucoup plus peuplé qu'est l'Allemagne a eu que 8 000 décès? C'est intéressant de savoir aussi ce taux brut. Pourquoi est-ce que le taux, il est de l'ordre, je crois, j'ai les chiffres exacts, c'est mieux que de donner des chiffres approximatifs, mais je crois qu'en France, on a un taux de mortalité de 434 par million d'habitants, alors qu'il est de 104 par million d'habitants en Allemagne et 193 en Suisse. Alors pourquoi il est 4 fois supérieur entre la France et l'Allemagne? Et là, je pense qu'on peut se poser des questions. C'est-à-dire, et on peut après regarder, moi ce que je voudrais, c'est regarder dans les régions françaises, quelles sont celles qui ont été les plus performantes. Parce que c'est une forme de performance. Il y a un facteur chance possible ou malchance. C'est-à-dire qu'on peut penser que dans certaines régions sont intervenus des clusters et dans d'autres non. On peut aussi penser que certains ont été chassés, les clusters, plus agressivement dans certaines régions que dans d'autres. Il faut, à mon avis, regarder ça de très près. On peut penser que l'Allemagne a eu beaucoup plus de chance que la France, mais autant pour un tout petit pays, peut-être la Suisse, le Luxembourg, je serais d'accord de penser que le facteur chance est important. Peut-être que l'épidémie est passée juste à côté du Luxembourg et qu'elle s'en est bien tirée, pas par ses propriétés propres, mais parce qu'elle a eu de la chance, encore que ça se discute. Mais pour un grand pays comme l'Allemagne, qui est très près du nord-est de la France, on avouera que c'est plus difficile à comprendre et à entendre. Donc, si l'on fait l'hypothèse qu'ils auraient eu les mêmes risques que la France, alors posons-nous la question pourquoi une mortalité qui est si différente. Et puis ensuite, il y a une troisième mortalité. Si on veut avoir une forme plus académique, plus rigoureuse d'évaluation de l'IFR, c'est-à-dire de l'Infectious Fatality Rate, et pas du Case Fatality Rate, alors l'étude de séroprévalence permet de nous estimer le nombre d'infections dans la population et on peut rapporter la mortalité. Et puis enfin, vous avez raison de souligner, car je crois que c'était dans votre question, il y a aussi cette mortalité en excès que vous pouvez voir qui est le surplus de mortalité enregistré par rapport à la mortalité attendue dans l'endroit où vous êtes. Et lui, il va mesurer certainement la mortalité directe, au moins, toutes les mortalités, tous les 30 000 dont on a parlé, et un surplus, une surcouche de mortalité qui est peut-être attribuable à la Covid, voire même très indirectement attribuable. Si des gens se sont suicidés davantage parce que la Covid a eu des conséquences sociales ou économiques particulières, ou si des pathologies chroniques ont été moins regardées ou retardées dans leur traitement ou leur prise en charge, vous avez potentiellement une mortalité indirecte qui peut arriver. Elle est très connue pour la grippe, on est en train de la découvrir aussi pour la Covid-19. Donc voilà un petit peu ma réflexion sur la mortalité. Merci Antoine. Vu l'heure, on va prendre la Yannick. Je n'ai pas entendu, mais je pense que j'ai compris qu'on allait prendre une dernière question. Oui, c'est la question de Yannick. Vas-y Yannick. Oui, bonjour. Une remarque juste rapide. Il me semble que si l'épidémie doublait tous les 3 jours, donc quadruplait à peu près toutes les semaines, un pays qui, par chance, aurait été moins touché au départ et aurait confiné une semaine avant dans le développement épidémique, aurait eu 4 fois moins de morts parce qu'ensuite les chiffres se propagent. Et donc, ça peut être aussi une des pistes à regarder, ce n'est pas la seule, mais ça peut aussi être une des pistes à regarder sur l'Allemagne. Et sinon, ma question, c'était sur la manière de procéder région par région. En France, on a eu un confinement qui, au début, était dans le Grand Est, puis dans le Val d'Oise, etc., et puis après, qui a été partout, qui se justifiait peut-être par le fait qu'on n'avait pas assez de masques, pas assez de tests, pas la possibilité de faire des politiques plus intelligentes. Mais si c'était à refaire, une fois qu'on avait vu que une politique de confinement un peu dure permettait de faire passer le R en dessous de 1, et ça on l'a vu quand on a vu que ça arrêtait de se développer, par exemple en Alsace, il me semble que dans les régions qui étaient peu atteintes, on aurait pu tenter des politiques de confinement qui étaient plus douces, en disant que si ça ne marche pas, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, on ferait un confinement fort dans cette région comme dans les régions qui étaient assez atteintes.
Et une des raisons aussi de tester ça, c'est de se dire qu'il y a des zones qui sont fortement peuplées, des zones qui le sont moins. Il peut y avoir d'autres disparités qui font que le taux de contact naturel entre populations n'est pas le même partout. Et que donc, les mesures qui permettent d'amener le R effectif en dessous de 1 ne vont pas être les mêmes dans toutes les régions. Voilà, que pensez-vous d'une politique qui serait, en ce cas de seconde vague, qui serait différenciée suivant les régions? Peut-être un confinement dur à certains endroits. À Paris, je sais pas, il y a un confinement, une semaine sur 2 ailleurs, ou des choses comme ça. Alors, vraiment, il n'y a eu que des excellentes questions hein, dans ce webinaire. Je vous remercie infiniment. Je pense que c'est une question très pertinente. Je ne répondrai pas sur l'aspect que j'appellerais presque politique de la question, c'est-à-dire régionalisation versus centralisation, tout le monde à la même enseigne. Je ne répondrai pas sur cet aspect-là. Parce qu'en fait, en réalité, votre notion de région, la notion de région, elle est extrêmement politique et elle ne dépend que du fait que la France est un grand pays et qu'elle appelle région ce que la Suisse pourrait appeler pays. Et nous, nos régions s'appellent des cantons. Vous voyez, on a des granularités différentes. De toute façon, ce que nous avons sous nos yeux, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a eu des politiques extrêmement différentes, et c'est une chance, si je puis dire, sur le plan scientifique. Maintenant, on se doit de faire exactement ce que vous dites, c'est-à-dire de scruter de façon très, très rigoureuse les mises en place de politiques publiques, par exemple de confinement, en fonction des différents pays d'Europe, pour voir quel a été leur effet. Par exemple, le Canada a appliqué très tôt une politique de confinement. Il semble que ça n'a pas été si bénéfique que ça, puisque Montréal a connu un foyer particulièrement intense. Donc, je ne suis pas totalement sûr, même si c'est ce qui se dit. Hein. Neil Ferguson dit que l'Angleterre aurait eu beaucoup de bénéfices à confiner une semaine plus tôt qu'elle ne l'a fait. Donc, ça paraît être assez logique, mais je pense qu'on a la possibilité de bien analyser avec beaucoup et de considérer presque votre question, en dépolitisant votre question, on peut considérer les différents pays d'Europe comme des régions d'un grand pays qui s'appellerait l'Europe. Et quelque part, se dire, est-ce que avoir mis en œuvre telle ou telle pratique a eu un effet qui est particulièrement important? Est-ce que l'Allemagne, dans sa courbe épidémique, a confiné beaucoup plus tôt que la France? Encore une fois, moi je pense qu'il n'y a pas que le confinement. Vous avez parlé essentiellement du confinement. À mon avis, l'enjeu de la seconde vague va être au contraire de retarder le confinement le plus tardivement possible. Si seconde vague il y a, et que cette seconde vague durait tout l'automne plus tout l'hiver, les économies ne soutiendraient pas, je pense, le choc d'un confinement qui durerait 4 ou 6 mois. L'enjeu serait donc d'essayer de retarder le confinement le plus longtemps possible, mais pas d'une façon irresponsable, bien entendu, c'est-à-dire en contrôlant l'épidémie comme l'ont fait peut-être les Taïwanais ou comme l'ont fait les Hongkongais. Donc, je pense, pour ma part, qu'il faut beaucoup apprendre aussi de ceux qui n'ont pas du tout confiné, non pas par idéologie. Hein, ils étaient prêts, les Singapouriens ont confiné dès qu'ils ont dû le faire, mais ils ont déroulé le plan, et il faut peut-être regarder leur plan et voir si ces plans ne permettent pas de retarder le confinement. Donc, je ne suis pas dans... L'idée que vous soutenez est une idée qui a été évaluée de façon très très positive, en particulier par ces auteurs du JAMA dont je parlais. C'est un papier de Markel que je n'ai pas cité dans mon PowerPoint, 2005 si mes souvenirs sont bons, et qui évalue les mesures non pharmacologiques mises en œuvre pendant la pandémie de grippe espagnole aux États-Unis, parce que les différentes villes, les États fédéraux des États-Unis avaient des politiques complètement différentes. Et c'est vrai que ceux qui ont mis tôt et longtemps, 150 jours, c'est 6 mois pratiquement, hein, un confinement assez strict, c'est en particulier la ville de Saint-Louis dans le Missouri, eh bien, a eu des taux de mortalité 60% ou 66% inférieurs à des villes ou des États beaucoup plus laxistes, beaucoup plus libéraux,
en particulier la Pennsylvanie et Pittsburgh, qui a connu une mortalité beaucoup plus importante et qui avait confiné très très peu, et très peu associé ces mesures non pharmaceutiques entre elles. Donc, quelque part, ce que vous dites est soutenu par l'évidence, mais une évidence que j'appellerais du siècle dernier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles, on sent bien qu'elles n'ont pas un rôle majeur, en tout cas les écoles primaires, dans la diffusion de ce virus. On sent que le coronavirus a des spécificités dont il faut tenir compte. Et par ailleurs, on a des pays très exposés. Ce n'étaient quand même pas les îles du Pacifique. On a des pays extrêmement exposés à la Chine continentale et qui ont résisté à l'assaut de la vague pandémique, de la première vague pandémique. Et je me dis qu'il faut peut-être se tourner vers ces propositions de réponse et garder le confinement d'une façon la plus retardée possible, peut-être en ayant à l'esprit quand même ce que vous dites et l'analyse que vous dites, qui à mon avis mérite d'être faite, c'est de voir à quel moment peut-être que je pense que Ferguson a raison, que si les Anglais avaient déclaré plus rapidement leur confinement, ils ont tergiversé. Je pense qu'ils ont perdu un temps très précieux et que probablement il y a un moment dans la courbe où il faut installer ce type de mesures et où il faudra peut-être installer ce type de mesures. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si elle vous satisfait. Merci Antoine pour cette réponse et pour tous les autres. Merci aussi pour toute la présentation et à ceux qui ont posé les questions. Donc, vu que le temps est très, très avancé et que chacun a bien sûr ses autres engagements, je vous propose de s'arrêter là. Et donc, les transparents, la vidéo vont être disponibles. Et merci encore à tous pour cette participation. Merci. Merci à vous et merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir.